J'ai interviewé Geek and Fit sur le sujet du summer body. On va voir qu'est-ce que le summer body, comment y accéder, quand est-ce qu'il faut s'y prendre et surtout la méthode et les secrets sur le summer body. Tu vas en apprendre énormément sur la perte de gras, tu vas même apprendre des choses que tu pensais fausses et à la fin on parlera de quelque chose qui va vraiment te surprendre. Je te laisse sur cette interview avec Geek and Fit. Moi je m'appelle Gaïs, j'ai 26 ans et je suis l'auteur de la chaîne YouTube Geek and Fit et aussi du compte Instagram voilà. Et puis je fais sur ma chaîne YouTube de la vulgarisation des sciences du sport. Bienvenue sur Geek and Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple, remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif c'est que tu progresses. Et puis en dehors de ça, à côté, quand on a accès aux salles de kendo, je suis athlète de kendo, prof de kendo, et quand on a accès aux salles de sport, je suis coach sportif en salle. C'est ça le plus important à savoir sur moi. Donc là, comme convenu, on va parler un petit peu du summer body, de tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce qu'un summer body concrètement pour toi ? Pour moi, en tout cas, ce que je comprends par là, c'est un corps esthétique pour aller sur la plage. Pour moi, ça se définit avant tout par plus qu'un niveau de muscularité énorme, mais quand même un certain niveau de muscularité, mais plus que ça, surtout un niveau de masse grasse faible. J'ai vu peu de gens être mal à l'aise du fait d'être mince à la plage, de ne pas avoir beaucoup de muscles. En revanche, j'en ai vu beaucoup plus l'être d'être gras. Donc pour moi, avoir un summer body, c'est avoir un physique qui est avant tout plus sec qu'à l'accoutumée. Et c'est surtout un corps qu'on expose un peu plus, qui du coup n'a pas besoin d'être, si on l'oppose par exemple au corps qu'on peut avoir en hiver, le corps qu'on a en hiver peut être un peu plus bulky, un peu plus stock, parce que de toute façon on a des vêtements pour nous couvrir, et donc du coup peut-être que ce sera plus intéressant d'avoir un corps qui fait un peu plus stock, et quand on se retrouve en été, avoir un corps qui fasse un peu plus sec, parce que de toute façon c'est l'impression qui est plus importante que véritablement être costaud. Voilà, c'est l'impression qu'on renvoie qui est notamment plus importante que ça. Donc oui, voilà comme ça, comment je le résumerais. C'est vrai qu'au niveau de mes clients, j'ai une demande au niveau du summer body souvent. Et c'est vrai que c'est rarement des personnes qui manquent de masse qui viennent me voir. C'est plus des personnes qui ont du ventre, qui se sont un petit peu laissées aller avec l'été et qui ont ce besoin de sécher pour être souvent plus esthétiques. La première chose qui vient, c'est les abdos tracés, découpés pour justement avoir cet aspect esthétique. Et est-ce que tu penses, toi, que l'aspect esthétique, ça passe avant tout par le fait d'avoir des abdos découpés ? Encore une fois, pour moi, c'est le taux de masse grasse le plus bas possible sans être dans un état de famine. Et évidemment, sur la majorité des hommes, ça va se traduire par avoir un taux de graisse abdominale qui va fondre, en fait. Mais c'est pas nécessairement le cas. Par exemple, pour citer quelqu'un d'un peu connu, on va parler de Will Janssens, il a beaucoup de mal à perdre au niveau du ventre. Il perd en masse grasse, c'est juste que ses stocks de graisse au niveau du ventre, ils s'en vont pas. C'est comme ça. Alors oui, il aurait bien aimé, je pense, avoir des abdos plus tracés, etc. Mais il faut pas culpabiliser ou penser qu'on n'a pas un summer body ou quoi que ce soit par rapport à ça. Ça reste, ta génétique et tu ne peux rien y faire. En revanche, tu peux faire le maximum possible pour perdre le maximum de graisse pour être esthétique. Et de toute façon, tu auras un rendu esthétique, même si tu n'as pas les abdos ultra tracés, ultra écorchés, tu auras quand même un rendu qui sera meilleur que si tu n'avais rien entrepris. C'est vrai qu'à partir du moment où déjà on a un taux de masse grasse qui est plutôt faible, on paraît tout de suite plus esthétique sans forcément être hyper écorché, hyper sec. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi j'ai une vidéo qui date de l'année dernière sur le summer body et hop, elle explose en mars. Est-ce que tu penses que c'est la période pour se lancer dans le summer body ? Est-ce que tu penses que c'est trop tard ? Ou est-ce que tu penses qu'il y a encore le temps pour s'y mettre ? On peut s'y mettre à peu près à n'importe quel moment. Pendant longtemps, on a eu cette espèce d'approche de dire il faut absolument faire des diètes sur le long cours pour une meilleure rétention de la masse musculaire. Et notamment, il y a Vassilis qui a fait notamment une formation là-dessus, qui rejoint plein d'autres choses. Je n'en avais pas entendu parler au départ par lui, mais c'est lui qui le popularise en ce moment en France. Donc autant lui rendre justice à ce niveau-là.
c'est de dire, peu importe la vitesse du déficit calorique, si tu continues à faire de la musculation et si tu ne continues pas à diéter en dessous d'un certain taux de masse grasse, tu auras très très peu de perte de masse musculaire. Donc je pense qu'effectivement, pour celles et ceux qui ne veulent pas trop avoir de restrictions énormes, mars, ça peut être un bon moment pour s'y mettre, mais en réalité, même si tu t'y mets, on va dire, un mois avant d'aller à la plage, c'est tout à fait possible, à condition que tu sois prêt à faire les sacrifices dans ta diète. Et donc à dire, voilà, ça va être une diète à 1004, 1002, 1000 calories pendant 2-3 semaines, voire un mois. Ça va être très dur, je vais me sentir à plat, ça va être terrible, mais j'aurai mon summer body. Après, tout dépend des priorités et évidemment, je ne le conseille pas à tout le monde parce que si tu as par exemple des troubles de l'alimentation, c'est peut-être pas l'idéal. Si déjà tu as tendance à avoir des troubles alimentaires, c'est peut-être pas le top. Et moi, par exemple, avec mes clients, quand je fais les choses convenablement, enfin, en tout cas, j'essaie de les faire convenablement, on n'envisage pas une perte de poids en fait pour l'été. On envisage une perte de poids tout court. Et du coup, c'est une perte de poids à long terme et c'est pas spécifiquement lié à vouloir avoir un pic physique. Bon, à part si jamais la personne doit faire un shooting photo ou quoi que ce soit. Mais le plus important, ce sera pas nécessairement d'être en pic physique à un instant T, mais au contraire d'être capable de maintenir ça à l'année. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, oui, je pense qu'une perte de poids plus longue sera préférable. Plus tu vas perdre du poids rapidement, plus derrière, tu vas devoir avoir une phase de maintien à ce poids-là qui va être difficile en termes de faim, etc., parce qu'il faudra que ton corps s'habitue à ton nouveau poids. Alors que si tu fais une phase de perte de poids lente, tu vas être beaucoup plus habitué à ton poids en fait, et ce sera beaucoup moins difficile pour toi de maintenir ce poids. C'est un petit peu le problème des régimes yo-yo. C'est pas du tout insurmontable, mais il faut être prêt à se maîtriser pendant au moins les 2, 3, 4 mois suivant ta perte de poids. Ce qui n'est pas forcément, je l'avoue, peut-être compatible avec un summer body, parce que si jamais tu vas en été et puis que tu fais en vacances et puis que tu fais quand même une diète, est-ce que c'est vraiment pour ça que tu voulais avoir ton summer body quoi? Ça dépendra des objectifs des gens après. Et c'est vrai que la perte de gras, c'est quelque chose qui est hyper controversé. La première chose qui vient, quand on va en parler à n'importe quel coach sportif, moi je sors de BPGEPS, donc j'ai pu en discuter avec pas mal de personnes, c'est la perte de poids, ça va rapide, ça va faire fondre que ta masse musculaire, ou en grande partie. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Non, je pense pas que ce soit véritablement... à partir du moment où tu t'entraînes à côté, je ne pense pas que ta masse musculaire va fondre très vite. C'est simple en fait. Il faut que tu envoies le signal à tes cellules que ta masse musculaire t'est utile. À partir du moment où tu leur envoies le signal que ta masse musculaire t'est utile, ils vont la conserver. Et conserver une masse musculaire, c'est beaucoup plus simple que de la construire. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir faire facilement du muscle en déficit. Là, ce sera plus compliqué. On a encore des études récentes qui sont sorties là-dessus. Gagner du muscle en déficit calorique, c'est plus compliqué. Ceci étant dit, le maintenir, qu'on soit en déficit en maintien ou en surplus calorique, c'est beaucoup moins dur que de le construire au départ. Tu peux avoir jusqu'à 1/3 du volume de ce que tu faisais pour le construire, pour le maintenir, et ça fonctionne. Donc si tu t'entraînais 3 fois par semaine, tu t'entraînes plus qu'une fois par semaine, tu vas garder ton muscle. Et même si tu t'entraînes pas du tout d'ailleurs, dans une condition de maintien calorique, tu vas garder tes muscles. Si tant est que tu en aies fait pendant assez longtemps, évidemment, de la musculation, tu vas garder tes muscles pendant un mois, tu n'auras pas de perte, même si tu fais quasi plus rien. Alors, quand je dis quasi plus rien, il faut quand même que tu marches, il ne faut pas que tu sois en immobilisation totale et tout, que tu fasses des trucs dans ta vie. Mais dans l'ensemble, tu vas garder tes muscles assez facilement. Alors que, quand tu es en déficit, là, il faut quand même faire en sorte de signaler à ton corps qu'ils sont utiles. Après, c'est vrai que tu as dit un truc très intéressant, c'est que le principe de garder sa masse musculaire, ça fonctionne sous forme de signalisation. Tant que tu signales à ton corps que tu as besoin de masse musculaire, il garde sa masse musculaire. Et c'est vrai que le principe de perte de gras, c'est plus un principe de flux d'énergie. Et est-ce que tu penses que ces deux systèmes sont liés directement? Flux d'énergie, tu veux dire par rapport au côté calorique? C'est ça, flux d'énergie entrant et flux d'énergie sortant, la différence qui fait qu'on perd du gras ou qu'on en prend en fait. Oui, c'est lié, mais peut-être pas de la façon dont on peut le croire. On peut très bien, si on est débutant, gagner du muscle en déficit calorique et perdre du gras. Il faut savoir qu'entre muscle et graisse, ce sont nos réserves énergétiques. C'est ça qui va constituer nos réserves énergétiques du corps
principalement les muscles, la graisse, le glycogène, basiquement c'est ça. Soit quand tu perds du poids, tu vas perdre de la graisse, soit tu vas perdre du muscle. Mais la proportion que tu vas perdre ou gagner de muscle ou de graisse, ça va pas dépendre que de ton déficit énergétique. Moins 9000 calories, c'est 1 kg de graisse. Cette proportion-là, en fait, si tu as fait de l'entraînement, que tu as continué à t'entraîner, peut-être que tu perdras 100 grammes de muscle, j'en sais rien, hein, et tout le reste en graisse. Si tu t'es pas entraîné, en revanche, là, tu vas peut-être perdre 300-400 grammes de muscle et le reste en graisse. Si tu es très bas en taux de masse grasse et que tes hormones sont du coup naturellement plus basses, parce que tu es passé en dessous de ton set point, on va dire, ou quelque chose comme ça, là, tu vas encore plus perdre de quota de muscle. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux très bien perdre du poids total, mais gagner en muscle. Si tu es en situation, par exemple, de débutant, tu vas perdre de la graisse, donc en déficit calorique, donc il va bien falloir que tu perdes de quelque chose. Mais comme la graisse est plus énergétique que le muscle, tu peux très bien gagner en muscle en même temps. C'est pas incompatible. Ok, je vois ce que tu veux dire. J'ai reçu un commentaire, on est bien d'accord que si on est en surplus, on perd pas nos muscles, genre sans manger de protéines, mais d'être en surplus qu'avec des glucides, genre par exemple quand on fait des recharges glucidiques. Je sais pas si tu les vois toi les commentaires. Si, je les vois, j'ai absolument pas compris la question, mais... non, j'ai pas compris non plus. En gros, je vais essayer de la réinterpréter, et je pense que c'est ça, mais elle est... Malheureusement, désolé, Ofashura, elle n'est pas très très claire. On est bien d'accord que si on est en surplus, on perd pas nos muscles. C'est pas vrai. On peut être en surplus et perdre nos muscles si on fait pas de musculation. C'est ce qu'on appelle le phénomène, par exemple, du skinny fat ou même des obèses qui sont pas forcément très musclés en dessous. À la rigueur, les obèses en règle générale sont quand même un petit peu de muscles parce que logiquement, quand tu es obèse, tu as du poids à soulever tout le temps. C'est le poids de ton corps. Et genre sans manger de protéines, mais en plus, que avec des glucides, genre par exemple quand on fait des recharges glucidiques. Le reste, j'ai pas compris. Moi non plus. Le respect du minimum de prod par jour limite la casse. Oui, manger des protéines, comme ce sont les constituants de notre muscle, les constituants principaux, oui, ça va limiter. Comme il y a de la disponibilité, ce sera plus facile de maintenir son muscle. Maintenant, si tu fais pas de musculation, c'est comme si tu avais plein de choses à ta disposition, mais que le corps n'a pas besoin de s'en servir. Pour faire une analogie, c'est comme si tu étais dans une pièce qui est pleine de gâteaux, tu vois, mais que t'as pas faim. Tu auras beau avoir toute la disponibilité énergétique du monde, si t'as pas faim, tu vas pas prendre de poids. C'est pareil. T'auras beau avoir toute la disponibilité en acides aminés, tu vas pas garder ton muscle si jamais tu ne fais pas de musculation. En revanche, si tu as faim, mais qu'il n'y a pas de nourriture autour de toi, tu continueras à avoir faim. Et tu vas pas grossir non plus. Ou en tout cas, tu vas moins... parce que l'analogie n'est pas parfaite. Quand tu fais de la muscu, tu gardes quand même tes muscles. Parce qu'il y a quand même un truc qui s'auto-entretient. Dans l'ensemble, les protéines ont un effet anabolique, mais ridicule en fait. Tellement ridicule qu'il est négligeable. Et il ne semble pas de dose dépendant. C'est pas que tu vas prendre 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps que tu vas garder plus de muscles. Mais merci pour ta réponse. Justement, par rapport à tout à l'heure, on parlait de perte de gras rapide. Et c'est vrai que, comme je te disais, c'est controversé, tu le sais. Et peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui seraient tentés de perdre du gras rapidement. La toute première fois que j'ai fait une perte de gras rapide, je faisais du rugby. Et c'est vrai que je m'étais blessé. Et quand j'ai fait cette perte de gras rapide, j'ai jamais mis autant de temps à récupérer de ma blessure que durant ce déficit calorique. C'est pour ça que c'est très important d'être mesuré aussi, c'est vrai. C'est que tu vas avoir tendance à plus facilement te blesser, à moins facilement récupérer. On peut très bien faire des pertes de gras ultra rapides et surtout ultra prolongées aussi et aller très bas en taux de masse grasse et très bien s'en sortir. Mais les gens qui font ça, c'est pas pour rien que ce sont des bodybuilders la plupart du temps qui font ça. Ou mecs qui font des arts martiaux, mais des boxeurs, des choses comme ça quoi. C'est-à-dire que en fait pendant leur période de préparation, bodybuilders comme personnes qui font des arts martiaux, surtout pour se préparer pour un combat de boxe, ils n'auront pas de trucs ultra traumatisants en fait. Ils n'auront pas de l'activité de faire du culturisme, du bodybuilding. Si tu restes suffisamment mesuré dans ce que tu fais et que tu n'es pas en mode « non, je veux garder mon muscle, donc je vais en faire à fond », et que du coup tu vas te blesser, si tu restes suffisamment mesuré, c'est pas une activité qui est très traumatique, loin de là. Et c'est pareil quand tu fais une préparation de boxe, c'est pas une activité qui est très traumatique, au-delà des sparring, des choses comme ça, mais même les sparring, tu vas pas à fond, en fait. Alors que si tu dois faire une activité où tu vas à fond,
Bah moi, les seules fois où je me suis blessé musculairement, j'entends, pas traumatiquement qu'on m'a tapé dessus, mais les seules fois où je me suis blessé musculairement de ma vie, c'est quand j'étais en déficit calorique. Des petites tendinites, je parlais musculairement, les tendinites c'est pas musculaire, mais on s'est compris. Mais même une fois une élongation des ischios, parce qu'en fait j'ai fait un sprint avec quelqu'un, et en fait j'étais en gros déficit calorique sur le week-end, je me suis dit je vais faire un week-end déficit et tout. Bien sûr. Et en plus, double effet qui se coule, la plupart des gens, quand ils sont en déficit calorique, ils ont tendance à moins bien dormir. C'est vrai. C'est ce que je remarque. Je suis désolé, je t'interromps parce que j'ai Clément qui a posé une question. Quand on fait plus de 12 reps, c'est pour sécher, en dessous, c'est pour grossir. C'est faux. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a ce mythe de faire des séries longues pour perdre du gras, et je sais pas d'où ça sort. Peut-être le fait que ça brûle et que c'est associé au fait de brûler du gras, mais... Non, c'est pas ça, c'est que les gens se disent je fais plus de répétitions. Comme je fais plus de répétitions, je travaille plus. Et c'est ça en fait. En gros, ils veulent faire du cardio en faisant de la muscu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment passer du côté cardio à la place de muscu, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, là, à mon petit niveau, je fais un petit dégraissage en ce moment. Et c'est vrai que j'ai jamais autant de mal à dormir que pendant les périodes de déficit calorique. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je valide. Et pour en revenir aux pertes de graisse rapide, ce que je fais avec mes clients, surtout, je sais pas si tu dois faire ça aussi, mais déjà de 1, je fais gaffe s'ils ont des blessures ou des pathologies, parce que c'est vrai que c'est là où on galère le plus à récupérer, où on est le plus aussi susceptible de se blesser, sans forcément parler de grosses blessures. Et c'est aussi faire gaffe aux troubles du comportement alimentaire. Ça, j'ai remarqué que c'est surtout chez les femmes qui ont justement des troubles du comportement alimentaire, et déjà rien que le fait de faire un petit déficit calorique, ça m'embête un peu. Je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, le lien entre les troubles du comportement alimentaire et un déficit calorique, sans forcément parler d'une perte de gras rapide. Comme je l'ai dit, c'est compliqué. Mais après, à un moment, si tu veux perdre du poids, il faut que tu fasses un déficit calorique. Donc t'as pas le choix. Et même si tu passes forcément par une phase orthorexique quand tu manages ton alimentation, et si tu veux le faire de façon précise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut que tu comptes ce que tu manges, il faut que tu fasses attention à ça, et il faut qu'on arrête de se mentir et de se dire... parce qu'en fait, la grande idée maintenant, c'est de dire, bon bah voilà, t'as un poids, tu peux pas aller en dessous, le set point, on va dire, le poids auquel tu vas toujours revenir naturellement. Et du coup, pas besoin de te forcer, pas besoin de faire des régimes, etc. Le plus important, c'est d'être à ce point-là. C'est d'arriver à ce point-là, et ça, tu y arriveras naturellement si tu fais juste un petit peu plus attention à ton alimentation. Mais en fait, c'est une approche défaitiste, parce que ça veut dire que tu renonces complètement à sécher ou même à atteindre, on va dire, tes objectifs idéaux. Or, moi, ça me semble pas du tout pertinent de faire des choses comme ça. Pour moi, l'important, c'est de te dire, si je veux arriver à tel objectif, il va falloir que je sois cadré dans mon alimentation. C'est pour arriver à tel objectif. C'est pas à continuer toujours dans ma vie. Il faut que je trouve un équilibre à un moment, tu vois. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre une fois que tu as utilisé ces outils-là. Mais tu peux pas partir avec cet état d'esprit défaitiste, parce que si ça se trouve, tu aurais pu atteindre ce que tu voulais, tu vois, ou au moins te rapprocher beaucoup plus de ce que tu voulais. Je pense pas qu'il nous appartient, en fait, en tant que personne, de décider pour les gens. C'est-à-dire, je pense pas qu'on doit leur dire, non, maintenant tu dois être heureux à ton poids et puis c'est tout. De la même manière que personne n'a à te dire si tu dois sentir mal dans ta peau parce que tu es gros ou pas, à l'inverse, personne n'a de choses à dire si tu as envie de perdre du poids, tu vois. C'est pas la décision des gens qui sont autour de toi, c'est ta décision à toi. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner, c'est de les informer, de leur dire voilà, ça va être très difficile, des fois il y a des objectifs irréalistes, et tu leur dis, ton corps, c'est pas le corps de quelqu'un d'autre. En revanche, avoir un taux de masse grasse à un tel niveau, si on parle pas de passer en dessous de 5% de masse grasse, ou 8 ou 9 ou 10%, tu vois, mais avoir quand même un objectif réalisable, ça c'est faisable pour tout le monde. Et après, il faut voir comment la personne se sent à ce taux de masse grasse là. Il y a des gens, à 10%, ils se sentent très bien. Et il y a des gens, on va dire encore à 10%, c'est l'enfer. Bon, c'est très individualisable, et je pense pas qu'on ait le droit de décider pour les gens. C'est vrai que ce que tu viens de dire, ça ouvre plein de voies de discussion, mais je pense que pour l'instant, on va rester sur les questions pour rester vraiment dans le temps posé. Le meilleur complément naturel, genre graines ou trucs du genre. Le foie, si tu ne veux pas prendre de complément alimentaire, mange du foie de ruminant. C'est pas bon, mais moi j'aime pas, c'est dégueulasse. Mais c'est très bon pour ta santé. J'en ai encore mangé tout à l'heure, là j'en mange une fois par semaine, 150 grammes. Il y a des techniques pour faire en sorte que ce soit pas ultra mauvais,
tu le fais tremper dans du lait, tu mets de la sauce, voilà, tu te fais plaisir. T'as les huîtres aussi, t'as la levure de bière, des choses comme ça, t'as pas mal de choses. Après, je vois pas pourquoi un complément naturel serait meilleur qu'un complément pas naturel, mais ça c'est toi qui le juge. Tu peux ne pas compter ce que tu manges, mais tu oublies les aliments transformés. C'est pas vrai, en fait, parce que si tu ne comptes pas ce que tu manges, je t'assure, même en oubliant les aliments transformés, tu vas te retrouver à un moment à avoir ton corps qui va se retrouver à avoir des niveaux de leptine plus bas et tu vas pas t'en rendre compte, mais si tu veux combler ta faim, tu vas manger plus et tu vas rattraper tes calories. Et on est très bien foutu là-dessus. On a plein de mécanismes qui nous disent combien de calories on a mangé, etc. pour être pile dans nos quotas. Et fais l'expérience un jour, fais-toi une restriction calorique en comptant et derrière, ne compte pas pendant une semaine, tu reviendras au même niveau. Si, encore une fois, tu ne t'affames pas. C'est encore une autre chose. Et je pense d'ailleurs que la faim fait partie de tout ce processus-là. C'est-à-dire que oui, il faut accepter d'avoir faim si tu veux perdre du poids. Il faut qu'on arrête avec tous ces trucs de dire oui, non mais en fait, si tu manges un gros bolus alimentaire, bah, tu auras moins faim ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Tu auras faim. Et c'est pas grave. La faim, ça... Alors j'allais dire ça n'a jamais tué personne. C'est pas la faim qui tue les gens. La faim n'a jamais tué personne. C'est le manque de nutriments qui tue les gens. Mais la faim elle-même n'a jamais tué personne. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le tout est de garder une certaine mesure. Si t'as des troubles du comportement alimentaire, si t'as aucun mal à ta famille, etc., c'est pas le top non plus. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, dans l'idéal, de professionnels de santé, surtout si on a des troubles du comportement alimentaire. Le truc que je voulais te demander, c'est que souvent, sur la perte de gras, je bataille avec des gens qui me parlent d'insuline. Donc moi, je dis, la seule façon de perdre du gras, c'est déficit calorique. Et tout le temps, l'histoire de l'insuline qui revient. Si tu as un pic d'insuline, tu vas stocker du gras. Parce que si l'énergie n'est pas utilisée, elle sera stockée sous forme de gras. Moi, je leur dis, c'est vrai, mais c'est pas parce que tu stockes du gras à un moment T que tu stockes du gras sur le long terme. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté ? Je pense que c'est de la merde. Je pense que les gens qui disent que l'insuline, c'est ça qui détermine ta prise de gras, ne connaissent pas la physiologie, mais se permettent de dire des choses. Parce que la prise de gras, d'accord, le fait de manger du gras, ça ne te fait pas faire un pic d'insuline. Et tu stockes quand même. Si jamais, d'ailleurs, tu veux éviter un pic d'insuline, ne mange pas de protéines. Parce que les protéines vont prendre un pic d'insuline plus important que les glucides. Donc en fait, c'est juste pour remettre ça sur le dos des glucides, alors que ça n'est pas vrai. Le pic d'insuline, il faut arrêter. C'est très bien que l'insuline, elle existe. L'insuline, c'est une hormone d'anabolisme, d'accord ? Une hormone qui provoque un stockage. Mais en fait, pourquoi est-ce que les bodybuilders professionnels s'injectent en se dopant des piqûres d'insuline ? Parce que ça fait gagner du muscle. C'est une hormone qui aide au stockage de tout. De la protéine, donc du coup, qui aide à l'anabolisme des muscles, comme de graisse, comme il me semble que ça intervient aussi pour le glycogène. Bref, il faut arrêter avec ça. C'est de la physiologie de comptoir qui est proférée par des gens qui n'y connaissent rien ou qui ne veulent pas y connaître quoi que ce soit ou qui veulent te vendre quelque chose. Il faut arrêter de propager ça, il faut se renseigner. Je suis un peu dur avec ça parce qu'en fait, ça fait des années qu'il y a des scientifiques qui disent que ça n'a aucun sens physiologiquement et des années qu'il y a des gens qui continuent à le répéter. Donc au bout d'un moment, il faut être ferme, il faut arrêter de prendre les gens et de leur dire « Ah oui, mais non, mais tu sais, non, c'est de la merde, arrête de penser ça, point. » Désolé, c'est un peu rude. C'est vrai que c'est agaçant parce que le pire, c'est que c'est même pas une histoire d'avis, c'est que c'est factuel, quoi. Et c'est ça qui est agaçant, il y a quand même des gens qui continuent de le croire. Autant dire que la Terre est plate. C'est exactement le même délire en fait. C'est-à-dire que un jour ça a gagné de l'attraction, notamment grâce au crossfit. C'est-à-dire que dans les milieux crossfit, alors là c'est la diète paléo, il faut absolument pas prendre d'insuline, je sais pas trop quoi. C'est pas vrai. Si cette hormone existe, c'est bien qu'elle sert à quelque chose. Et comme je le dis, et comme tu l'as très bien dit, il faut de l'anabolisme à un moment. Sinon on construit pas de muscles. Donc si tu veux rester en catabolisme, pas de souci. Et d'ailleurs, les processus anaboliques de graisse n'ont pas besoin d'insuline pour se déclencher. Si tu manges de la graisse, t'inquiète pas qu'elle va se stocker directement en graisse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'insuline ? Parce qu'en fait, l'insuline aide les glucides à se transformer en graisse. Il n'y a pas besoin de transformer les graisses en graisse, donc on les stocke directement. D'ailleurs, c'est un des problèmes du gras. C'est-à-dire que le gras, en fait, récupère beaucoup de molécules problématiques, notamment là dans les milieux où on fait du phytosanitaire. On a beaucoup de personnes qui se
retrouvent après des années, quand elles font une grosse perte de poids en fait, ou quand elles décident de faire une perte de poids si jamais elles ont de la graisse, boum, tout se relâche d'un seul coup. Des concentrations qui n'étaient pas gravissimes, tu vois, quand elles étaient avec au quotidien, sauf qu'elles en accumulent et en fait, comme tout se retrouve dans leur graisse, ça se relâche et boum, on se retrouve taux de testo à zéro, gros problème, gros soucis de santé à cause de ça. Bref, voilà, c'est un des points sur lesquels aussi il faut faire gaffe. Merci pour cette réponse complète. Bah écoute, je te laisse finir sur un petit mot de fin. Je veux simplement dire merci de m'avoir invité et puis avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que les gens qui auront suivi le live, ça les amusera, s'ils seront contents, ils auront des nouvelles choses pour leur entraînement, ils auront compris plus de choses. C'est l'essence de mon travail. Et puis, comme je dis habituellement, prenez soin de vous et à la prochaine. Et à la prochaine. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Bah écoute, merci à toi, c'était un vrai plaisir. J'espère que tu auras appris plein de choses sur le sujet du summer body. Donc si toi, à ton tour, tu tiens à avoir le summer body, sache que l'été arrive dans 90 jours. Et ce que je te propose, c'est de télécharger une formation qui va justement te permettre en 90 jours d'être plus musclé, plus sec, plus athlétique. Et c'est le tout premier lien qu'il y a dans la description. Tu retrouveras près de 8 séances de musculation ainsi que 7 vidéos de formation. Tu en recevras une tous les jours pour te faire comprendre les rouages d'une transformation physique. L'objectif est que dans 90 jours, donc cet été, tu es encore plus dessiné, plus athlétique, plus musclé. Je te laisse aller voir ça par toi-même. Pour aller plus loin, je te montre 2 petites vidéos complémentaires et je t'invite à t'abonner avec le bouton qu'il y a ici. À demain avec cet TTO. Ciao, ciao.